À 3 heures du matin, Marc-Antoine fixait le plafond de sa chambre parisienne. Son téléphone vibrait sans cesse sur la table de nuit. Notifications, messages, alertes. Son cœur battait la chamade, comme chaque nuit depuis des mois. Anxiété chronique, avait diagnostiqué son médecin. Burn-out imminent, avait ajouté son manager. Antidépresseur, avait prescrit le psychiatre. Mais au fond de lui, Marc-Antoine savait qu'il cherchait autre chose. Une solution qui ne viendrait pas d'une boîte de médicaments. C'est dans une librairie du Marais, par un après-midi pluvieux, qu'il tomba sur un vieux livre poussiéreux, Pensée pour moi-même, de Marc Aurèle. Les premières lignes le saisirent comme une gifle salutaire. Ces mots, écrits il y a près de 2000 ans, semblaient décrire exactement ce qu'il vivait aujourd'hui. Était-il possible qu'une philosophie antique détienne les clés de notre santé mentale moderne? Dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. La découverte commença un mercredi ordinaire. Marc-Antoine avait 32 ans, un diplôme d'une grande école, un appartement dans le 11e arrondissement et une carrière prometteuse dans une start-up technologique en pleine expansion. Sur le papier, sa vie ressemblait à une réussite. Dans la réalité, il se noyait lentement dans un océan d'anxiété, de doute et d'insomnie. Chaque matin, le réveil sonnait comme une sentence. Consulter ses emails avant même de sortir du lit était devenu un réflexe aussi automatique que respirer. Les chiffres de vente, les objectifs trimestriels, les comparaisons avec la concurrence, les attentes de ses investisseurs. Tout cela formait une spirale infernale qui aspirait chaque parcelle de sérénité qu'il tentait de préserver. Ce jour-là, après une énième réunion où son directeur avait évoqué l'importance de la résilience et du mental d'acier, Marc-Antoine décida de sortir marcher. Il avait besoin d'air, loin des open space aseptisés et des discours sur la performance. Ses pas le menèrent naturellement vers le Marais, ce quartier qu'il aimait pour ses ruelles tortueuses et ses boutiques hors du temps. La pluie tombait doucement, créant des reflets argentés sur les pavés. Les passants se hâtaient, parapluies ouverts, mais lui prenait son temps, savourant cette parenthèse arrachée à son emploi du temps surchargé. La librairie apparut comme un refuge. Une façade verte, des piles de livres dans la vitrine, une enseigne ancienne qui annonçait « livres rares et d'occasion ». L'odeur du papier vieilli l'accueillit dès qu'il poussa la porte. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années aux lunettes épaisses, leva à peine les yeux de son comptoir. Marc-Antoine se mit à errer entre les rayonnages, sans but précis, laissant ses doigts glisser sur les triches usées des ouvrages. Philosophie, histoire, littérature ancienne, il ne cherchait rien en particulier, mais quelque chose en lui savait qu'il trouverait. Le livre de Marc Aurèle était coincé entre un essai sur Platon et une biographie de Sénèque. La couverture était simple, presque austère. « Pensée pour moi-même ». Il l'ouvrit au hasard et lut. « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ces mots le frappèrent avec une intensité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il continua à tourner les pages, découvrant pensée après pensée, comme si l'empereur romain lui parlait directement, à travers les siècles, pour lui dire exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Marc-Antoine acheta le livre et 3 autres ouvrages sur le stoïcisme. Les lettres de Sénèque à Lucilius, le manuel d'Épictète et une introduction moderne à cette philosophie. De retour chez lui, il s'installa sur son canapé, une tasse de thé à la main, et se plongea dans sa lecture. Plus il avançait, plus il réalisait que le stoïcisme n'était pas cette philosophie froide et résignée qu'il avait imaginée. C'était au contraire un système pratique, presque une boîte à outils psychologique conçue pour affronter exactement les défis qu'il rencontrait au quotidien. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle, distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Marc-Antoine pensa immédiatement à son travail. Il ne contrôlait pas les décisions de ses supérieurs, ni les fluctuations du marché, ni même les réactions de ses collègues. Mais il contrôlait ses propres réactions, ses efforts, ses valeurs, sa manière d'interpréter les événements. Cette simple distinction lui semblait révolutionnaire. Combien d'énergie avait-il gaspillé à s'inquiéter de choses totalement hors de son contrôle? Épictète écrivait « Ce qui trouble les hommes ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses ». Marc-Antoine réalisa que son anxiété ne venait pas des situations elles-mêmes, mais de l'histoire qu'il se racontait à leur sujet. Un email de son patron n'était qu'un email ni bon ni mauvais en soi, c'était son interprétation, sa peur du jugement, son besoin de perfection qui transformait ce simple message en source d'angoisse. Et si ces interprétations n'étaient que des constructions mentales qu'il pouvait apprendre à modifier? Les jours suivants, Marc-Antoine commença à expérimenter. Chaque matin, avant même de toucher son téléphone, il passait 15 minutes à écrire dans un journal, comme Marc Aurèle le faisait avec ses pensées. Il notait ses inquiétudes, puis les examinait à travers le prisme stoïque. Cette réunion importante qui le stressait,
Qu'est-ce qui dépendait réellement de lui? Sa préparation, sa présence, son intégrité. Le résultat final? Hors de son contrôle. Cette distinction lui permettait de canaliser son énergie là où elle comptait vraiment. Il découvrit aussi la préméditation malorum, cet exercice stoïcien qui consiste à imaginer le pire pour mieux s'y préparer. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cela ne l'angoissait pas davantage. Au contraire, visualiser sereinement les scénarios catastrophes les rendait moins effrayants. Que se passerait-il s'il perdait son emploi? Il survivrait. Il trouverait autre chose. Sa valeur ne dépendait pas de son titre professionnel. Cette réflexion lui procurait une liberté inattendue, comme si un poids immense se soulevait de ses épaules. Au bureau, ses collègues commençaient à remarquer un changement. Marc-Antoine semblait plus calme, moins réactif aux drames quotidiens qui agitaient l'entreprise. Quand le serveur principal tomba en panne un vendredi après-midi, déclenchant la panique générale, il resta concentré sur les solutions plutôt que de ruminer sur la catastrophe. « C'est arrivé, pensait-il, que puis-je faire maintenant ?» Cette approche pragmatique, directement inspirée du stoïcisme, impressionnait son entourage sans qu'il ait besoin d'expliquer sa nouvelle philosophie de vie. Mais le véritable test vint quelques semaines plus tard. Marc-Antoine apprit que sa start-up n'avait pas obtenu le financement espéré. Des licenciements étaient inévitables. Son poste était menacé. L'ancien Marc-Antoine aurait paniqué, passé des nuits blanches à imaginer le pire, même sombré dans une dépression. Le nouveau Marc-Antoine, nourri de stoïcisme, prit une grande respiration et ouvrit son journal. Il écrivit « J'ai peur, c'est normal, mais ai-je le contrôle sur cette décision? Non. Puis-je influencer le résultat? Peut-être, en démontrant ma valeur. Puis-je me préparer à l'éventualité de perdre ce travail? Oui. » Cette simple réflexion transformait son angoisse paralysante en plan d'action constructif. Le stoïcisme lui apprenait aussi la vertu de l'acceptation, non pas une résignation passive, mais une reconnaissance lucide de la réalité telle qu'elle est. Sénèque disait « L'homme sage n'attend rien de différent de ce que la vie lui apporte ». Marc-Antoine comprit que résister mentalement à la réalité ne faisait qu'ajouter de la souffrance à la souffrance. La situation était difficile, certes, mais en l'acceptant pleinement, il libérait de l'énergie pour agir plutôt que de se lamenter. Il découvrait aussi l'amor fati, l'amour du destin, ce concept nietzschéen profondément enraciné dans le stoïcisme. Non seulement accepter ce qui arrive, mais l'embrasser, le vouloir, le voir comme nécessaire à son développement. Cette idée le fascinait. Et si cette crise professionnelle était exactement ce dont il avait besoin pour grandir, pour réévaluer ses priorités, pour découvrir des opportunités qu'il n'aurait jamais envisagées autrement? Les semaines passèrent, Marc-Antoine continua ses pratiques stoïciennes quotidiennes, méditation du matin, examen de conscience le soir, lecture des textes anciens, application concrète des principes dans sa vie. Il remarqua que son sommeil s'améliorait, les crises d'anxiété nocturne se faisaient plus rares, son rapport au téléphone changea, il ne vérifiait plus compulsivement ses notifications, ayant compris que la plupart de ses sollicitations n'étaient ni urgentes ni importantes. Il avait retrouvé un certain contrôle sur son attention, cette ressource précieuse que le monde moderne semblait déterminé à lui voler. Finalement, Marc-Antoine ne perdit pas son emploi, mais quelque chose de plus important s'était produit. Il avait perdu sa peur de le perdre. Il avait découvert en lui une résilience qu'il ne soupçonnait pas, non pas en devenant plus dur ou plus insensible, mais en cultivant la sagesse de distinguer ce qui méritait son énergie de ce qui ne le méritait pas. Le stoïcisme n'avait pas résolu tous ses problèmes, mais il lui avait donné un cadre pour les affronter avec sérénité et dignité. Dans un monde qui valorise la réactivité immédiate, l'accumulation matérielle et la performance à tout prix, cette philosophie vieille de 2000 ans lui offrait quelque chose de révolutionnaire, la liberté intérieure. Et cette liberté, il le savait maintenant, aucune circonstance extérieure ne pourrait lui retirer.